Salut à tous, merci d'être sur Gabon 24. C'est l'heure de votre émission Multisport 24. À la réalisation Richard Sangoman, au montage Karl Mihindou, le Magnifica. Multisport 24, c'est parti. Et puis au sommaire de Multisport 24 aujourd'hui, il sera question du National Foot de première division, le Gabon Oil National Foot, et le décès malheureusement d'un joueur de l'équipe d'Akanda. Nous parlerons justement dans cette émission également de Kwan Kido, avec sur ce plateau la présence du président de Gabon, Kwan Kido, mais aussi Armel Djoué Bogo. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Rudy. Comment allez-vous? C'est bien, merci. Moi je vais bien, même si le mois de février a été éprouvant quand même. Ouais. Monsieur Régis Biban, vous êtes le président de Gabon Kwan Kido. Vous étiez récemment en Côte d'Ivoire pour une compétition, vous avez représenté le Gabon. On peut dire que la moisson a été plutôt bonne pour l'équipe gabonaise. Merci, je crois que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de remercier Gabon Télévision pour nous offrir le plateau. Gabon 24. Pour nous permettre de parler de Kwan Kido et des résultats que nous avons pu engranger au cours des dernières sorties de notre équipe. Bien, on va regarder d'ailleurs par rapport justement à cette compétition quelques images, quelques photos de la prestation de l'équipe du Gabon lors de ce tournoi en Côte d'Ivoire. Ici, c'est un trophée, c'est le trophée de quoi? Bon, ici, vous avez le trophée de champion d'Afrique en catégorie combat par équipe. C'est-à-dire que par rapport à cette compétition, nous avons envoyé deux jeunes Gabonais que vous voyez sur les images, en l'occurrence Larry et Darrell. Donc ces deux ont formé une équipe de 2 personnes qui se sont mis en compétition combat et ils ont remporté la première place. Donc, ils ont la première place, ils ont la médaille d'or. D'accord. Armel, vous connaissez bien cette discipline, donc le Kwan Kido, qui est en train de gagner un tout petit peu en prestige au niveau du Gabon. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette discipline? Oui, et c'est dommage, et on l'avait déjà souligné ici il y a quelques mois, lorsque la sélection nationale du Gabon, Kwan Kido, effectivement, revenait d'Algérie avec une très bonne performance, avec des champions d'Afrique, avec des vice-champions d'Afrique, avec beaucoup de médailles et des trophées. On les avait reçus justement sur ce plateau. On avait souhaité que désormais les pouvoirs, n'est-ce pas, de ce pays, sportifs de ce pays, jettent un regard prépondérant sur les arts martiaux, notamment le Kwan Kido, qui fait beaucoup. Il faut souligner que c'est une association, parce qu'ils ne sont pas encore fédération, c'est une association effectivement qui n'a aucune subvention de l'État, qui fait pieds et mains pour pouvoir rehausser le flambeau du Gabon, n'est-ce pas, à l'échiquier international. Et déjà même le fait qu'ils aillent avec 2 athlètes seulement, prouve à suffisance que les moyens n'étaient pas conséquents parce qu'ils auraient pu emmener 5 voire 10 athlètes pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, aux autres catégories. Parce que là, on a appris que la catégorie de 13 à 15 ans qui est allé représenter, il faut également souligner que c'était une compétition des moins de 17 ans. Donc on aurait pu avoir des 16 ans, des 17 ans qui sont restés, mais à cause du problème effectivement de subvention au sein de cette association, on n'a pas pu emmener tout le monde. Mais c'est effectivement une association qui fait beaucoup. Le Kwan Kido au Gabon, à l'instar de certaines autres disciplines telles que le karaté, le judo, le kickboxing, le wushu, sont en train de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir permettre aux jeunes Gabonais de pouvoir se hisser à l'échiquier international. Et il faut que les pouvoirs publics les accompagnent. Oui, dites-nous, la compétition a été organisée par qui en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'était une Coupe d'Afrique? Est-ce que c'était un tournoi tout simplement, on va dire, international comme ça? Ok, on va dire qu'à l'échelle internationale et notamment à l'échelle au niveau africain, la Fédération internationale a pensé qu'il était bon qu'on fasse ressortir les nouveaux talents. Parce qu'on est habitué à voir des jeunes âgés depuis de 17 ans. Voilà. Donc, alors que la base se fait beaucoup plus, on va dire, au bas niveau, en bas âge. Donc, il était important pour la Fédération internationale de commencer à détecter
c'est peut-être pas le mot exact, mais de commencer à mettre en valeur les plus jeunes. Donc les moins de 17 ans, les moins de 15 ans, les enfants de 10 ans. On a beaucoup d'autres images qu'on peut présenter. Il fallait que la Fédération internationale, notamment africaine, commence à les mettre en valeur. Et c'est comme ça qu'ils ont initié cette nouvelle compétition, parce que là, on vient de participer à la toute première édition qui vient de se produire le week-end écoulé, pour permettre justement à ces jeunes gens de se montrer, de se mettre en valeur et de montrer aux parents, aux institutions. Alors comment est-ce que est organisé le Kwan-Kido au Gabon? Est-ce qu'il y a un championnat? Est-ce qu'il y a différents clubs qui prennent part à ce championnat? Ok, effectivement, au niveau national, comme vous avez bien fait de le souligner, on est suivi par la fédération qui, elle, est encadrée par le ministère. La Fédération gabonaise de karaté. La Fédération gabonaise de karaté et d'arts martiaux affinitaires, notamment la FEGAKAMA. Et au niveau de la fédération, on va dire qu'on a des activités statutaires, parmi lesquelles l'organisation de la Coupe du Gabon et des championnats du Gabon interclubs. Donc, à ce niveau, nous sommes en attente des financements au niveau des ministères pour pouvoir réaliser ces activités qui n'ont pas encore eu lieu. Mais n'empêche qu'au niveau de Gabon Kwan-Kido, on se dit qu'on ne peut pas continuer à attendre. Il y a un moment où peut-être qu'avec les interventions des uns et des autres, on pourra annoncer une compétition. Et je peux même déjà le dire, je crois que d'ici le mois prochain, on va encore faire les pieds et les mains pour qu'au niveau national, on puisse mettre tout le monde sur le tatami et que les uns et les autres puissent voir ce que le Gabon Kwan-Kido est capable de faire. Et déjà, je voulais souligner à l'exemple du karaté qui a lancé ses activités avec ce championnat qui va s'étaler sur deux mois. Le Wushu, de par le billet du collectif des associations et clubs pour la promotion du Wushu au niveau du Gabon, également a lancé un championnat qui va s'étaler sur 4 mois. Donc le Kwan-Kido, on a souligné ici, octobre 2018 a fait une sortie internationale avec, n'est-ce pas, des stages au niveau du Gabon. Rien que des stages de formation. Et ils remportent quand même assez de médailles. Aujourd'hui, ils font encore une sortie avec 2 jeunes qui sont allés et ils reviennent avec un championnat d'Afrique dans la poche. Donc moi je dis que là tout est clair. Mais concrètement, donnez-nous un tout petit peu les résultats, c'est-à-dire que les médailles obtenues par les Gabonais en Côte d'Ivoire. Bon, succinctement, on va dire que les Gabonais ont eu la première place pour ce qui concerne le combat en équipe. Et ils ont eu la 2e place pour ce qui concerne, on va dire, la démonstration. Mais dans le langage Kwan-Kido, on appelle ça Kuen. Dans le langage karaté, on appelle ça Kata. Donc, on a notre jeune Larry qui s'est illustré positivement en remportant aussi bien la première place pour les combats que la 2e place pour les démonstrations. Et donc, pour la suite, c'est quoi après cette compétition internationale? C'est le championnat? C'est l'organisation du championnat ou voilà, a-t-il déjà commencé? Après cette sortie au niveau extérieur, on va se battre, comme je disais à l'instant, pour organiser quelque chose au niveau national parce que nous avons encore d'autres échéances internationales. Il va falloir qu'on se prépare également pour repartir, je crois, en Algérie, d'abord au Maroc, au mois de novembre, je pense. Et il y aura après là en Algérie pour la Coupe du Monde de Kwan-Kido. Donc, on a des échéances et on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il va falloir que nos jeunes soient mis en jambes, soient mis en compétition. Il va falloir que les parents regardent. Il va falloir que tout le monde ait un regard, notamment le ministère également, pour savoir que si nous avons des moyens, nous pouvons aller beaucoup plus loin que ce que nous faisons. Vous êtes Taoshi Non, Taosu, c'est effectivement celui qui avait le trophée. C'est lui, on va dire, le directeur technique national. C'est lui, sur le plan martial, qui est notre supérieur. C'est lui qui a la 5e dan de Kwan-Kido. Et moi, je suis Wansu, c'est 2e dan, mais président de Gabon Kwan-Kido. D'accord. Maintenant, sur le plan africain, pour terminer avec vous, quel est le niveau, la place du Gabon aujourd'hui? Bon, je crois que c'était un défi qu'on s'est donné, c'était de remettre le Gabon sur, on va dire, sur la première place. Et je crois qu'aujourd'hui, nous l'avons. La plupart des sorties que nous avons effectuées, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Algérie, je pense qu'on est sortis avec peu d'athlètes, mais le retour, on a toujours eu la première ou la 2e place. Ça fait qu'aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau continental, on n'a plus grand-chose à prouver. Maintenant, il va falloir préparer nos jeunes pour des compétitions au-delà du continent africain. Et c'est là que les choses peuvent effectivement se corser parce que on peut encore aller en Afrique avec très peu de moyens. On se dit, bon, nous sommes tous africains, on va se supporter. Mais là, on va commencer à regarder les autres continents, quoi. Il va falloir affronter la France, affronter la Belgique, affronter les autres pays. Donc, c'est ça le regard de Gabon Kwan-Kido aujourd'hui. D'accord. Un dernier mot pour terminer avec vous. Vous avez un message particulier par rapport aux échéances futures?
Par rapport aux exigences futures, c'est juste se retourner vers le ministère pour dire que chaque année, effectivement, nous déposons un programme d'activité pour que les uns et les autres soient au courant de ce que nous entreprenons comme activité. Chaque année, ce programme est budgétisé par la fédération, qui est notre porte-parole au niveau du ministère. Il serait peut-être temps que le ministère et nous, qu'on puisse se retrouver pour débattre de toutes les questions, pour voir comment est-ce qu'à la longue, on pourrait continuer à entreprendre nos activités. Je profite de l'occasion pour dire que si cette compétition a eu lieu, c'est grâce aussi aux parents qui ont mis de la main dans la poche pour que les enfants puissent voyager. Donc, il ne peut pas toujours en être ainsi. Il va falloir qu'à un moment ou un autre, le ministère, les fédérations, les associations et ligues, qu'on s'assoie pour voir comment est-ce qu'on peut développer le sport au Gabon, parce qu'il y va de notre renommée, il y va de notre réputation. C'est ce que nous avons choisi de faire, quoi. Donc, voilà, merci donc à monsieur Régis Bibon, qui est lui le président de Gabon Kwan Kido. Il était sur ce plateau pour nous parler justement de la prestation des Gabonais en Côte d'Ivoire. C'était lors du tournoi international. Nous allons poursuivre cette émission et parler justement de tennis, cette fois-ci avec le 100e trophée décroché par Roger Federer, qui rentre ainsi dans le cercle très fermé des joueurs de tennis qui ont atteint ce niveau. On regarde ce reportage que nous propose Limbris Boubala. Roger Federer a remporté samedi le 100e titre de sa carrière à Dubaï, après avoir pris sa revanche en finale face au Grec Stefanos Tsitsipas, qui avait privé le Suisse de la défense de son trophée en 8e de finale de l'Open d'Australie en janvier. Vainqueur 6-4, 6-4, le lauréat de 20 titres du Grand Chelem s'adjuge à 37 ans son premier tournoi depuis Bâle en octobre 2018 et devient le second joueur de l'ère moderne du tennis depuis 1968 à atteindre la barre des 100 trophées en simple. Ahmed Djobogo, Roger Federer rentre et atteint donc, il rentre dans le cercle très fermé de ces joueurs de tennis qui ont gagné au moins 100 fois un trophée. Il rentre, il retrouve, on va dire, Jimmy Connors qui, il y a quelques années, est à plus de 100. C'est déjà un exploit pour Federer. Oui, il devient légendaire, on va dire. Il devient légendaire. Il aurait même pu être légendaire s'il n'avait pas eu sur sa route des tennisman tels que Novak Djokovic, tels qu'Andy Murray, tels que Rafael Nadal. Aujourd'hui, cette récompense, elle est logique, elle est bien arrivée. Vous savez, Roger Federer, le Suisse, qui est né à Bâle, a un parcours quand même assez atypique. Et ça fait 21 ans qu'il est professionnel, parce qu'il a démarré sa carrière en 1998. Et aujourd'hui, nous sommes en 2019. Son premier titre, il le remporte en 2001 à Milan, en Italie, lors du tournoi Hopman Cup. Donc aujourd'hui, ce n'est que logique. Il est également le recordman, n'est-ce pas, de semaines, soit 5 ans à la tête du classement mondial de tennis ATP World Tour. Il détient également le plus grand nombre de victoires, n'est-ce pas, dans le Grand Chelem. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il détient également la Coupe Davis avec la Suisse. Ils avaient battu la France en 2014. C'est tout à son honneur, effectivement. Aujourd'hui, il rentre dans le cercle très fermé de ces grands joueurs de tennis, à l'exemple de Pete Sampras, à l'exemple d'André Agassi, à l'exemple de Yannick Noah. On peut les citer, ils sont nombreux. Donc aujourd'hui, Roger Federer est devenu une icône du tennis mondial. Alors, on n'oubliera pas également des messieurs comme Ivan Lendl, ça, par exemple. Voilà, et qui ont fait donc l'histoire, Boris Becker, qui ont participé effectivement à la modernisation également du tennis, parce que à leur arrivée, il y avait certaines règles qui n'avaient pas été mises. Aujourd'hui, on a des règles qui ont été un peu modifiées, qui ont permis effectivement au tennis moderne de pouvoir mieux s'asseoir sur l'échiquier international. Et on parle aussi de Stan Smith, qui en 71 a été gagné le Roland Garros de 71. Stan Smith qui avait d'ailleurs signé un contrat avec Adidas. Ce sont des icônes. Ce sont des icônes justement du tennis mondial. On poursuit cette émission et on va parler de boxe. C'est Joshua qui sera lui aux prises en juin prochain à Miller dans un combat qui se présente comme être étincelant vu justement le parcours et surtout la puissance des deux boxeurs. Nous allons regarder ce récit que nous propose Ahmed Djobogo et on revient ici pour en parler.
Le champion du monde poids lourd Anthony Joshua a promis ce lundi à son adversaire américain Jarrell Miller qu'il allait lui arracher son âme lors de leur combat le 1er juin prochain à New York pour le compte des ceintures IBF, WBA et WBO détenues par Joshua. Je sais comment battre les gens et les mettre au sol. Tout l'esprit que ce garçon a là-bas, en train de dire des conneries, je vais le lui enlever. Chaque once d'esprit qu'il a, c'est ce que je sais faire aux gens. Je vais arracher son âme sur ce ring. Il a parlé de 7 rounds, mais moi je serai là pour me battre. Et s'il est toujours là, regardez bien son visage. Je vais lui refaire le visage et le corps le 1er juin. J'ai hâte d'y être. Jusqu'ici, Joshua n'avait pas répondu aux attaques de l'Américain qu'il avait déjà qualifié d'imposteur et de showshot à New York la semaine passée. Leur combat dans la salle mythique new-yorkaise de Madison Square Garden le 1er juin sera le premier jour agi sur le sol américain. Gagner le titre est l'objectif principal en ce moment. Mais nous le savons, nous regardons vers l'avenir. Pour faire des choses incroyables dans le monde entier, être un ambassadeur de la race humaine, c'est ce que nous voulons faire. Avant d'affronter Joshua avec 22 victoires en autant de combats, dont 21 par KO, Jarrell Miller, alias Big Baby, compte 24 combats, 23 victoires, dont 20 avant la limite et un nul, mais n'a affronté que des boxeurs peu cotés. Armel, on s'attend en juin à un gros combat. Oui, un gros combat, même si lorsqu'on regarde un peu au niveau des combats de ces deux boxeurs, l'américain et l'anglais, on a quand même l'impression que la balance est plus ou moins équilibrée. Au niveau de l'âge, il n'y a que Jarrell Miller a un an de plus, il a 30 ans, un an de plus qu'Anthony Joshua qui a 29 ans. Il y a également ces provocations, même si il a souligné effectivement, Jarrell, qu'Anthony Joshua n'était pas tellement connu, tellement coté. Bon, moi, je ne sais pas par rapport à quoi. On sait qu'aujourd'hui, un peu, Anthony Joshua, depuis quelques temps, est un peu le chouchou mondial de la boxe. C'est celui, effectivement, qui a permis aux fans de cette art noble de pouvoir revivre véritablement l'essence même de la pratique de ce sport de combat. D'accord, Jarrell Miller, ce n'est pas une petite pointure. Déjà, comment vous voyez ce combat entre ces deux boxeurs? Déjà, c'est des poids lourds, mais très honnêtement, lorsque je vois la dextérité de Joshua, la rapidité, son aisance à pouvoir se mouvoir sur un ring, je peux donner Joshua vainqueur. Peut-être par KO, peut-être au 12e round, n'est-ce pas, sur les points au détriment de Jarrell Miller. Mais vous savez, Jarrell Miller, il a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il a des frappes véritablement lourdes que Anthony Joshua aura peut-être du mal à pouvoir encaisser. Alors, si Anthony Joshua reste dans la ligne de mire, n'est-ce pas, des tirs, j'ai envie de dire comme ça, de points de Jarrell Miller, ça va être problématique pour lui. Mais maintenant, si Anthony Joshua travaille comme il a l'habitude de le faire en bougeant ça et là avec cette mobilité qu'on lui connaît, Jarrell Miller aura du mal parce que lorsque vous regardez aussi les gabarits, Jarrell Miller n'est pas vraiment aussi voilà, colossal, on va dire. Bon. Il est assez obèse quand même. Il a un peu d'embonpoint. On va pas le dire parce que il a légèrement de l'embonpoint. Il n'est pas tellement, j'ai envie de dire, il n'a pas un physique d'athlète véloce comme Anthony Joshua. Il a quand même un peu d'embonpoint, un peu de graisse, mais cela n'enlève pas qu'il puisse également bien bouger. Mais comparativement, Anthony Joshua, il est beaucoup plus à l'aise dans les mouvements que Jarrell Miller. Mais Miller, il a des frappes beaucoup plus puissantes qu'Anthony Joshua. Voilà, Joshua nous rappelle un tout petit peu, même si entre ces deux boxeurs, il y a quand même une grosse différence en matière de taille, surtout le travail que Joshua a accompli aujourd'hui, qui ressemble un tout petit peu à celui de Mike Tyson il y a quelques années. C'est ce que je disais justement, et qui ressemblait également au travail que l'on a connu dans les années, j'ai envie de dire, des grands boxeurs du monde, des plus grands, des premiers dans les années 30, effectivement. Anthony Joshua est quelqu'un qui nous rappelle Mike Tyson dans la façon de bouger, qui va peut-être nous rappeler également... Il y en a beaucoup, Michael Spinks, à un moment donné, ouais. Mohamed Ali. Mohamed Ali, par exemple.
Mohamed Ali, surtout Mohamed Ali, parce que lorsque vous voyez la manière de bouger de Mohamed Ali et de Mike Tyson, elle ressemble pratiquement identiquement à celle d'Anthony Joshua aujourd'hui, ajoutée naturellement au Foreman et autres, n'est-ce pas? Mais cela ne va pas forcément lui donner, n'est-ce pas, les faveurs des pronostics aujourd'hui face à Jarrell Miller, parce que la boxe, on le dit, est une question également de meilleure préparation de chances. Lorsque vous voyez le discours de Jarrell, vous vous rendez compte qu'il s'est véritablement bien préparé, parce que qui est au devant des projecteurs aujourd'hui? C'est Anthony Joshua. Donc c'est Jarrell Miller qui va devoir essayer de venir éteindre un peu cette flamme-là qu'a Anthony Joshua depuis quelques années. Est-ce que le Français Anthony Yoka aujourd'hui au niveau de pouvoir affronter Joshua? Oh, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il faut quand même le souligner, il a fait des combats quand même pas assez véloces, pas avec des gens assez cotés déjà, mais tout est possible en boxe. Moi, par contre, je proposerais, n'est-ce pas, à ses managers, à son équipe, de pouvoir initier un combat face à un combattant tel qu'Anthony Joshua ou Jarrell Miller, pour pouvoir véritablement voir la cote, n'est-ce pas, du Français. Est-ce que ce dernier est même déjà aujourd'hui à pouvoir se hisser, se placer sur le toit du monde? Il va falloir, pour ce faire, qu'il combatte avec des combattants, des boxeurs tels qu'Anthony Joshua ou Jarrell Miller. Ce sera le 1er juin prochain? Le 1er juin prochain, et ce sera au Madison Square Garden à New York, n'est-ce pas? C'est un combat à ne pas rater, Anthony Joshua contre Jarrell Miller. Et je puis dire, je suis persuadé que l'on n'aura pas encore le verdict avant le 10e, le 11e, voire le 12e round. On espère bien, parce qu'on sait justement que Joshua, pour l'instant, conserve la ceinture de champion du monde de poids lourd. Oui, champion du monde poids lourd, WBA, WBO, c'est énorme. C'est pourquoi je disais que, en fait, celui qui a le plus à pouvoir se jeter à corps perdu dans ce combat, c'est Jarrell Miller. C'est lui qui doit véritablement peut-être pas trop faire ses preuves, j'ai envie de dire, venir détrôner, parce qu'aujourd'hui, c'est Anthony Joshua qui est sur la sellette, qui est devant les projecteurs. C'est un peu la star aujourd'hui, et ce sera même la star de ce combat. En plus, c'est un combat qui se passe au Madison Square Garden, même si lui, il est britannique, mais c'est, n'est-ce pas, un milieu qu'il connaît bien, et vous allez vous rendre compte que la surprise peut être celle-là où Jarrell Miller ne sera peut-être pas véritablement ovationné dans son propre pays au détriment d'Anthony Joshua. Il faut préciser que Jarrell Miller, il est américain. Voilà, il est américain. Joshua, il est anglais. Anglais. Le combat aura lieu donc aux États-Unis, au Magic Square Garden. Au Madison Square Garden à New York. Mais comme je le disais, Jarrell Miller pourrait certainement voir ses fans pencher du côté d'Anthony Joshua, qui connaît déjà bien, effectivement, ce ring qu'il a longtemps. Ce serait peut-être la première fois pour Joshua de boxer hors de son pays. Oui, de boxer hors de son pays, certainement. Dans un combat aussi sérieux, parce que... Oui, voilà, un combat assez sérieux, mais j'ai envie de dire... c'est le type de combat qu'il connaît bien, c'est ce que j'étais en train de dire, qu'il connaît bien, il a l'habitude de côtoyer ce type de combat. Donc pour lui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi, au niveau des propos, vous l'avez vu, moins, n'est-ce pas, s'exprimer, contrairement à Jarrell Miller qui a lancé des pics, ça et là. Donc lui, Anthony Joshua, s'est contenté que de dire seulement que vous allez attendre le 1er juin pour voir qui est le véritable champion. Sacré Joey, merci. C'est ainsi que prend fin donc cette première partie de votre émission Multisport 24. On se retrouve juste après ceci. Deuxième partie de Multisport 24, avec moi toujours Armel Joey Bogo du service des sports de Gabon 24. Nous allons attaquer tout de suite cette deuxième partie et on va parler du National Foot.
du Gabon Oil National Foot qui était donc ce week-end à sa deuxième journée. La rencontre phare de cette deuxième journée, c'est donc joué du côté de OIM, où c'était l'équipe locale OIM affrontait l'Union sportive de Bitam. Regardez le tableau et les résultats justement de ce choc du Nord. Eh bien, USO USB, un but partout. Armel Diobogo, ça s'est joué au stade municipal d'Aquacam. Très bon résultat pour l'équipe de l'USB qui était en déplacement. Oh oui, un bon résultat pour cette équipe qui était en déplacement, mais pas véritablement au bout de la deuxième journée, car on sait que lors de la première journée, USB avait déjà été neutralisé, n'est-ce pas, dans son entre par OIM AC, effectivement, qui était allé faire également un match nul. Donc pour l'USB, qui est un peu, on va dire, aujourd'hui le leader peut-être au niveau de la province du Haut-Lantem, ce n'est pas bien pour cette dernière. Mais comme c'est un déplacement, c'est tranquille. Il va falloir maintenant essayer d'engranger beaucoup plus de points. Il va falloir, lors de la prochaine journée, la troisième, avoir au moins une victoire quelque part dans ce groupe. Et l'autre rencontre, c'était justement l'AOC Metz qui a affronté l'équipe du CF Mounana. Le tableau va donc apparaître pour le résultat de cette rencontre. Le CMS qui pulvérise l'équipe du CF Mounana, 3-1. Le CMS a eu, je l'avais dit déjà il y a quelques temps, a eu une forte expérience, n'est-ce pas, en Coupe d'Afrique. C'était inédit, c'était la première fois que le CMS participe à une Coupe d'Afrique. C'est vrai, elle n'est pas allée au-delà de ce premier tour, mais le fait d'avoir rencontré les meilleures équipes de football du continent a permis à cette dernière d'avoir la tête beaucoup mûre, de comprendre effectivement. D'être beaucoup plus compétitive. D'être beaucoup plus compétitive surtout. Bon, on sait ce qui s'est passé déjà, qu'elle est allée à ce championnat, à cette compétition sans championnat dans les jambes. Mais effectivement, ça lui a permis d'être beaucoup plus compétitive. Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant. Ça nous aurait peut-être étonné il y a 1 an, il y a 2 ans, effectivement, que le CMS vienne pulvériser le CF Mounana. Mais aujourd'hui, ce n'est plus étonnant parce que le fait d'avoir eu cette expérience a permis à ces garçons d'avoir la tête sur les épaules et de se dire que désormais, le CMS, là au CMS, est désormais une grande équipe au niveau du Gabon. Voilà. Et l'autre rencontre, c'est donc joué l'autre choc de cette deuxième journée du Gabon Oil National Foot. C'était du côté de Port-Gentil, entre le Stade Mandji et l'Olympique de Mandji. On a ici les scores. Victoire donc de 2-0 de cette équipe de Mandji. Très belle victoire là aussi et ça relance vraiment beaucoup de choses dans ce groupe. Bon, là également, il n'y a pas de surprise. Hein. Le Stade Mandji, effectivement, bon, on sait, on connaît, donc il n'y a pas de surprise. Et ça relance également ce groupe, c'est de bonne augure. On attend également, comme un peu à l'image de l'USB, voir la troisième journée, ce qui va se décanter. Et l'autre victoire également, c'est celle d'Akanda. On y arrive. Victoire 2-1 face à une équipe de missiles. Mais que bon, par rapport justement au tableau récapitulatif de tous ces résultats que vous avez ici sur votre petit écran, c'est une victoire de Akanda. Entachée une victoire amère, on va dire. Amère, entachée du décès. Par le décès d'un cadre de cette équipe, le jeune Herman Tinga, qui a donc perdu la vie sur ce stade. Oui, malheureusement, c'est vrai que beaucoup de personnes ne veulent pas en parler, mais quand même là, les responsabilités sont énormes au niveau, effectivement, j'ai envie de dire, des services de santé qui sont affectés au match du National Foot. Et là, on l'a vu sur certaines vidéos, on a vu le retard au moins de 5-10 minutes, n'est-ce pas, de l'ambulancier qui était là, qui n'arrivait pas à venir. Et puis, avec le trajet stade-hôpital, bon, je pense qu'il est même décédé dans l'ambulance. Et puis, bon, on l'a constaté. Donc, c'est des choses, effectivement, sur lesquelles il faut mettre un accent énorme. Lorsqu'on vient faire un travail, il faut être là pour le travail pour lequel on est payé. Même si on n'a pas coutume de connaître ce genre d'incident, effectivement, mais ça peut arriver à tout moment. Donc, lorsqu'on prend le SAMU pour venir faire un travail, c'est que quelque chose peut arriver. Nous jouons au football, il peut y avoir des accidents, on l'a connu de par le monde. On a vu Marc Vivian Fouet tomber comme ça en France
au match de France contre Cameroun. Et voilà, des choses qui arrivent. On a vu également dans d'autres pays du continent. Donc, lorsqu'un incident arrive et que l'arbitre fait appel au service de santé, il faut que ces derniers accourent, viennent très rapidement s'enquérir de la situation et puis voir. Peut-être qu'on aurait pu le sauver parce que 5 minutes, c'est énorme. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ne sait pas à quel niveau était le choc. Et nous également, nous attendons encore les résultats effectivement du médecin légiste parce que jusque-là, nous n'avons véritablement aucune information de ce côté. Mais c'est dommage. Victoire quand même d'Akanda, mais une victoire entachée effectivement de ce décès. On va d'ailleurs regarder ce reportage proposé par Limbrice Boubala du service des sports sur le décès du jeune Herman Tinga. La triste nouvelle s'est répandue telle une traînée de poudre alors que l'on jouait seulement la 23e minute de la première période entre Akanda et Missile FC ce week-end. Le joueur se serait tout simplement écroulé sur l'aire de jeu après avoir adressé un centre à un de ses coéquipiers. Une situation dramatique qui aujourd'hui encore interpelle les acteurs du football gabonais dans ce tweet du ministère des Sports. Nous, à la NFPG, on est là pour défendre les droits et les intérêts des footballeurs. C'est vrai que le joueur qui est parti, il était adhérent chez nous. C'est un de nos adhérents. Vraiment, de voir partir un tel joueur comme ça, là, c'est vraiment un sentiment de tristesse. Comme vous le dites aussi, tous les footballeurs pleurent aujourd'hui. Hein. On est tous vraiment touchés par ce décès. Le décès du jeune Herman Tinga d'Akanda FC est un décès de trop, selon Paul Kessiani, ancien international gabonais. Aujourd'hui, quelque chose est arrivé qui est déjà arrivé avant. À quel moment on va se réveiller pour pouvoir prendre à bras le corps, bien évidemment, la question de la sécurité sur les terrains. Le personnel qu'il faut à l'entraînement, parce que là on voit un match officiel. Je vous rappelle que Brouapanga est mort à l'entraînement. Il est décédé à l'entraînement. Ce qui lui est arrivé, il est décédé à l'entraînement. Je reste persuadé de ce que j'ai vu encore sur le stade samedi, que s'il y avait la présence d'un médecin, heureusement, de Missile, mais s'il y avait un défibrillateur avec une bonbonne d'oxygène, je ne pense pas qu'il serait mort au stade ou sur le chemin. La mort du joueur sur l'aire de jeu remet au goût du jour la question liée à l'absence sur les terrains du matériel médical exigé pour parer à toute éventualité. Alors, Paul Kessiani revient justement sur certains outils à pouvoir, en ce qui concerne les clubs, le défibrillateur, mais je pense quand même que, bon, sur ce point, c'est un appareil qu'il faut installer sur un être humain, il faut l'installer au niveau du corps, mais c'est surtout un appareil qu'on utilise pour les gens qui ont déjà présenté une fois des troubles cardiaques. Donc, est-ce que selon vous, c'est la solution d'implanter un défibrillateur sur les joueurs? Oh, c'est possible, mais la réaction de Paul, je la comprends, c'est normal. Il a pris un peu l'exemple de Brouapanga qui est tombé lors d'un entraînement. Lui, il essaie de voir les choses grandes. En fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait des outils, n'est-ce pas, adéquats lors de telles rencontres et que ces outils peuvent même exister pendant les entraînements. Sauf que pendant les entraînements, on ne peut pas avoir de défibrillateur. Ce n'est pas possible. C'est vrai que les accidents peuvent arriver. Lors des matchs aussi, j'ai rarement vu, je ne pense même pas que même sur le plan international, on a vu des défibrillateurs. Ce matériel existe, mais c'est dans les ambulances. C'est dans les ambulances, en fait. C'est pourquoi l'ambulance est censée avoir quasiment le strict minimum, même pour opérer quelqu'un rapidement avant qu'on ne l'achemine dans un centre hospitalier. Donc, ce matériel doit exister dans une ambulance. Mais maintenant, ce qu'il a envie de dire, c'est la rapidité, l'efficacité. Lorsqu'on a un tel acte, lorsqu'on a un choc comme ça, un joueur cas de ce genre. Qui fait un centre et puis qui tombe, peut-être même que le fait de tomber, la chute a encore occasionné d'autres lésions en lui et qui ont occasionné effectivement le décès. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est la lenteur. On l'a vu au niveau des images là. La lenteur de la réactivité, effectivement, des services de santé à pouvoir venir auprès du jeune Herman. Et puis, bon, d'accord, il faut le matériel. Mais toute la responsabilité ne va pas, parce que c'est vrai, même si on l'a dit, on l'a lu, la responsabilité ne va pas incomber seul au chauffeur ou à l'ambulancier, mais que surtout,
que ces ambulances soient équipées, parce que c'est quand même le SAMU, c'est le service d'aide médicale d'urgence qui n'est plus à présenter. Voilà. Et que dans ces ambulances, il n'y a rien du tout pour porter secours, déjà les premiers secours à un malade ou à un blessé, c'est quand même un peu compliqué à accepter. Voilà, en fait, on se rejoint quelque part. C'est-à-dire, moi, je n'accuse pas l'ambulancier. Il est là, de toute façon, c'est lui qui travaille. J'accuse, en fait, toute l'équipe, effectivement, de santé qui est assujettie à pouvoir aller au niveau des terrains de football lors du National Foot. Si les ambulances ne sont pas équipées, ça c'est un problème. Ça veut dire que c'est le ministère effectivement de la Santé qui ne fait pas bien son travail. Parce qu'une ambulance qui n'est pas équipée, qui n'a pas le strict minimum, cela laisse à désirer quand même, ça, il faut le dire. Bon, moi, je ne suis pas allé regarder au niveau des ambulances si elles ne sont pas équipées. C'est vous qui m'apprenez quelque chose. Mais si elles ne sont pas équipées, là, c'est quand même un bémol. C'est quelque chose d'assez grave. Donc, ce qui veut dire qu'à la limite, là, on va même comprendre l'attitude du chauffeur. Parce que si l'ambulance n'est pas équipée, en fait, le chauffeur, finalement, même sa présence au stade, elle sert à quoi? Sa présence même de conduire cette ambulance sert à quoi? Peut-être de prendre un blessé et de le transporter dans un centre, peut-être. Mais si c'est pour essayer d'abord de faire les premiers secours, là, à ce niveau, j'ai envie d'aller comprendre le chauffeur qui a dit que ça ne servait à rien de se presser parce que l'ambulance n'était pas équipée. Et là, vous avez également vu la réaction de Stéphane Guéma. Donc, quand vous voyez des ténors comme ça, Paul Kessani, Stéphane Guéma, des ténors du football gabonais qui viennent réagir, et Paul Kessani qui a dit que c'est une énième fois, on a vu Boapanga, on avait vu encore il y a je vais d'ailleurs, oui, on va revenir rapidement sur certains cas, sur certains joueurs, d'autres joueurs qui ont perdu la vie, autant pour moi, sur les stades du Gabon. Alors, parmi les victimes du football et des manquements probables dans l'encadrement médical des joueurs, on peut citer les cas de Cédric Nono, mort à 27 ans le 1er février 2017. Ce latéral gauche de Mangasport a succombé à une crise cardiaque alors qu'il achevait une séance d'entraînement avec son équipe. Outre Nono, il y a également Guy Tchingoman du club des militaires du football Canon 105, le suivra un an plus tard, le 9 février 2008. Ce milieu international trouvera la mort sur la pelouse du stade Augustin Monodin de Simon de Libreville, dans la province de l'Estuaire. Alors, ces deux joueurs, il faudrait également ajouter le cas de Théo Eric Ntoutoum, défenseur central de Sogea FC, qui, lui, trépassera le 20 janvier 2009 au cours, là aussi, d'un entraînement de préparation de la 8e journée du National Foot. Suivra 5 ans plus tard le décès de Sylvain Azougou, gardien de but de l'AC Bongoville, victime d'un coup de tête au stade de Bongoville, dans le Haut-Ogooué. Il décède ainsi le 20 avril 2014, peu après son transfert au centre hospitalier régional de Franceville. Donc, encore plus proche de nous, le décès de Wilfried Lundu le 28 octobre 2016 et celui de Moïse Brouapanga le 26 avril 2017. Lundu de l'AS Dikaki et âgé seulement de 23 ans trouvera la mort après une séance d'entraînement, tout comme celle de Brouapanga du F105 qui surviendra à la suite d'une séance d'entraînement avec son club. C'est là quand même un peu, c'est trop, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faudrait impérativement que tout soit mis en place pour assurer la sécurité des joueurs. Et là, le premier responsable, effectivement, à pouvoir mettre tout cela en place, excusez-moi, c'est la LINAFP. C'est la LINAFP qui doit veiller à ce que les joueurs soient en sécurité. C'est la LINAFP qui doit faire en sorte que lorsqu'il y a un incident de telle envergure, que les services de santé soient prompts à pouvoir réagir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de cas de décès, même lorsqu'il y a tous les équipements réunis. Mais au moins, il va falloir que lorsque l'on établira un bilan sur ce qui s'est passé, qu'on dise on a tout fait, on a tout essayé, mais on n'a pas pu parce que vraiment, peut-être comme on dit, son heure était arrivée. Mais lorsqu'on se rend même compte qu'on n'a même pas le minimum, on n'a même pas le nécessaire pour pouvoir, n'est-ce pas, sauver la vie d'un footballeur, là je suis d'accord avec Paul Kessani, avec Stéphane Guéma, surtout Paul Kessani qui a dit que trop c'est trop, il faut véritablement que ça s'arrête. Et là, comme je l'ai dit, il faut que la LINAFP prenne les choses à bras le corps, voit avec le ministère de la Santé qu'est-ce qu'il faut véritablement faire pour que, effectivement, on n'enregistre plus ce genre d'incident.
Voilà. Et puis également souligner, comme Paul Christiani le disait tout à l'heure, qu'il faut justement un défibrillateur, mais qu'en Europe aussi, il faut dire que il y a beaucoup de joueurs ont été sauvés grâce à ce dispositif donc en plein stade, et qu'aujourd'hui la difficulté serait peut-être au niveau du coût très élevé de ce. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui est plus important qu'une vie humaine? Rien n'est plus important qu'une vie humaine. Parce que si on dit, Willy Tounangoy, si on dit que l'on ne peut pas avoir de défibrillateur parce qu'il coûte cher, s'il vous plaît, arrêtons de jouer le championnat national de football. Parce que l'on engage... Non, c'est moi qui le dis. Ouais, c'est moi qui le dis. Je pose la question de savoir, est-ce que c'est pas à cause du coût très élevé de... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les raisons sont forcément ailleurs. On ne les connaît pas encore ici sur cette table, sur ce plateau. Les raisons sont ailleurs, mais il ne faut pas que l'on donne. Il ne faut même pas que cette raison sorte. Vous le dites, mais elle peut sortir. Elle peut sortir d'une part ou d'une autre. Elle peut sortir. Mais il ne faut pas qu'on sorte cette raison de coût du matériel. Non. Dans ce cas-là, il va falloir que si le coût du matériel est cher et que la LINAF loue les services, la LINAFP loue les services, par exemple, du SAMU, et que le SAMU n'arrive pas parce que ça coûte cher, il va falloir que la LINAF, je ne sais pas, se rende auprès de ses sponsors, tels que Gabon Oil Compagnie, par exemple, qui va devoir payer, n'est-ce pas, des ambulances spécifiques pour le championnat, des ambulances qui sont totalement équipées pour le championnat. Ce sera la seule raison, parce que si on finit par dire que les ambulances aujourd'hui n'ont aucun matériel et qu'on donne raison en disant que si ces ambulances n'ont pas de matériel, c'est parce que le matériel coûte cher, comme je l'ai dit, soit on arrête le championnat, soit Gabon Oil Compagnie, qui est le sponsor désormais du National Foot gabonais, va devoir, n'est-ce pas, aller en Europe, en Afrique du Sud, pour nous acheter des ambulances qui sont totalement équipées et aussi avec des médecins compétents. Voilà. Et par rapport au coût, justement, eh bien, le centre prêttechnique.com a réagi et nous a donc envoyé ce petit biscuit pour nous donner à peu près, ou sinon le prix exact d'un défibrillateur. Il est quand même à 2000 €. Donc c'est possible qu'au moins chaque équipe puisse s'en procurer au moins 22 par équipe, c'est possible. Oui, mais aujourd'hui, le problème des équipes, c'est quoi? C'est lequel? C'est que les équipes ne disposent pas d'argent. Pourquoi le championnat a été arrêté? Parce que les équipes avaient besoin d'argent. Ce qui veut dire qu'en fait, on va revenir un peu à ce qui a occasionné les déboires de l'arrêt du championnat, du fait qu'on ne joue pas. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a la chance d'avoir Gabon Oil Compagnie qui est venu relever le championnat national de football du Gabon. Alors, même si c'est 2000 € et que 2000 € en principe, lorsqu'on a de véritables équipes qui ont des sponsors personnels, on devrait les avoir dans tous les clubs. Mais les clubs sont assujettis financièrement par la LINAFP, via le Trésor public, enfin avant, via le Trésor public gabonais, aujourd'hui via Gabon Oil Compagnie qui devient désormais le sponsor financier de ce National Foot. Alors il va falloir que Gabon Oil Compagnie, n'est-ce pas, finance les clubs, peut-être donne à chaque club 2000 € pour pouvoir s'octroyer, n'est-ce pas, ce matériel, ce défibrillateur et peut-être, n'est-ce pas, pallier à ce type d'incident. Voilà, donc un défibrillateur et à 2000 €, on va dire 650 000 francs x 2, on le fait, voilà, le calcul il est vite fait, 1 300 000 francs en CFA à débourser pour cet appareil. Je pense qu'on peut en avoir dans nos ambulances, on peut avoir dans nos clubs. Les médecins doivent justement pouvoir, les médecins des clubs, les kinés et autres peuvent justement avoir cet outil pour faire en sorte que c'est dérisoire, nous puissions plus vivre ce genre de situation. Merci à la régie, merci au centre technique.com pour toutes ces informations complémentaires dans cette émission. Alors, Joey, peut-être un dernier mot par rapport justement à cette nouvelle tragique que le football gabonais vit. Bon, oui, un souhait peut-être, c'est que dès la troisième journée, effectivement, que l'on ne connaisse plus ce type d'incident, il va falloir, comme je l'ai dit, que les autorités sportives du Gabon se mettent véritablement à cœur
que le Gabon ne doit jamais, n'est-ce pas, connaître ce type d'incident. Ce n'est pas le Gabon qui doit connaître ce type d'incident. Donc, que la LINAFP, n'est-ce pas, essaye de tout faire pour que les joueurs se sentent en sécurité. Parce que, vous savez... Mais est-ce que toute la responsabilité incombe vraiment à la LINAF? Non, c'est la LINAF qui est, excusez-moi, l'organisateur du championnat national de football. Et lorsqu'on organise... Après, les clubs également doivent s'outiller parce que... Il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route qui veut effectivement que la LINAF vérifie que dans chaque club, il y a un médecin. Dans chaque club, il y a au moins peut-être un équipement minimum au niveau des premiers soins. Moi, je suis sûr. Maintenant, si cela n'est pas fait, là, à ce niveau, la faute incombe à la LINAF. Maintenant, si cela est fait et que peut-être lors d'un match, c'est le club qui n'a peut-être pas amené son propre matériel, là, on va dire les torts seront partagés. Le cas du SAMU, qui est le service d'aide médicale d'urgence, est-ce que c'est à la LINAF d'aller vérifier justement les équipements du SAMU qui n'est plus à présenter? Mais qui amène le SAMU au niveau du championnat national Willy Tonangoy? C'est la LINAF qui va louer les services du SAMU. Le SAMU ne vient pas de lui-même au niveau du national. Le SAMU, les responsables du SAMU ne se disent pas, ils se lèvent un beau matin. Bon, ah oui, il y a un match là-bas au niveau de l'INGS. Bon, on va aller se mettre là-bas, essayer de voir s'il y a un incident, on peut intervenir. Non. C'est quand même professionnel, c'est des accords qui sont passés entre la LINAF et les instances hospitalières, n'est-ce pas, de ce pays, donc notamment de Libreville. Alors, donc, moi je dis, c'est pourquoi je dis, la première personne morale que l'on regarde, c'est la LINAF. Excusez-moi, c'est la réalité. Et puis maintenant, après, on va aller regarder les responsabilités personnelles, les responsabilités propres. Voilà, et on l'a vu, une des responsabilités, c'est que l'ambulancier tardait à démarrer son véhicule pour arriver au niveau d'Hermann. Et puis maintenant, l'autre problématique, c'est que l'ambulance n'avait pas de matériel. Donc la faute, c'est une chaîne en fait, c'est une chaîne. Lorsqu'on accuse après un incident comme ça, il faut regarder partout. Mais la première personne que l'on va regarder, c'est la LINAFP. Est-ce que la LINAFP a regardé véritablement que le SAMU qu'on est allé prendre pour venir nous aider... Oui, mais le SAMU n'est plus à présenter. On connaît que bon... D'accord. Sur le plan national et même international, c'est... Voilà, maintenant, après... Et c'est là où le bas blesse souvent, Willy Tonangoy. Vous savez, on se dit, d'accord, c'est le SAMU. On ne va pas vérifier est-ce que le matériel est adéquat, le matériel qu'ils amènent est adéquat. Alors qu'il y a un travail derrière de contrôle qui doit être fait. Pourquoi dormir sur les lauriers en disant que, bon, c'est le SAMU, on connaît le SAMU... un peu, à l'époque, comme on le disait, c'est le centre hospitalier de Libreville. Bon, on connaît, ils sont équipés. Oui, mais après, vous amenez quelqu'un dans un service, le service n'a même pas une aiguille. C'est un exemple, je dis dans le temps. Aujourd'hui, ça va. Donc, il faut quand même aller vérifier. D'accord, on a pris le SAMU, mais est-ce que le matériel qu'ils emmènent est là? Parce que je suis sûr qu'au niveau de la LINAFP, ils ont des médecins. Ils ont, n'est-ce pas, une organisation bien structurée qui permet effectivement à ce que l'on ne puisse pas demain se lever et puis être étonné que dans une ambulance comme celle du SAMU, il n'y ait pas de matériel. Voilà, on poursuit cette émission et parler justement des modifications de certaines lois du football par l'International Board. Justement, on va regarder ce récit que nous propose l'Impris Boubala et on revient sur ton plateau. L'International Board, garant des règles de jeu dans le football, a annoncé samedi plusieurs nouveaux points de règlement. À l'exemple, tout but inscrit par un joueur ayant commis une faute de main sera refusé, même si la main est involontaire. Un but inscrit directement de la main, du bras, même de manière accidentelle, et un joueur qui marque ou se crée une opportunité de marquer après avoir obtenu la possession, le contrôle du ballon, de la main et du bras, même de manière accidentelle, ne sera plus toléré. La notion d'intentionnalité est désormais supprimée. L'instance composée de représentants de la FIFA et des 4 fédérations britanniques pionnières du football a modifié plusieurs autres points de règlement lors de sa réunion annuelle en Écosse. Ainsi, lors d'un remplacement, le joueur amené à quitter le terrain devra le faire par le chemin le plus court. Jusqu'alors, il devait sortir par le milieu de terrain et taper dans la main du joueur le remplaçant. Parmi les autres changements actés samedi, l'on cite également des mesures concernant les attaquants qui créent des perturbations dans le mur érigé par la défense adverse ou encore le fait que le gardien soit désormais obligé de n'avoir qu'un pied sur sa ligne de but au moment d'un penalty et non plus des deux.
Voilà, Armel, on a changé plusieurs choses dans le football. Et j'ai envie de dire chapeau à la FIFA, effectivement, chapeau à la FIFA, parce que cela a occasionné beaucoup de larmes et beaucoup de dépenses financières, n'est-ce pas, lorsque l'on disait que non, ce but a été marqué de la main, mais c'était une main involontaire. Alors que lorsque vous allez regarder dans d'autres sports, tels que le handball par exemple, il y a des erreurs qui ne sont pas acceptées, c'est-à-dire le règlement il est clair, on dit si tu joues de la main, au niveau du foot, par exemple, il faut siffler. C'est une faute. Il n'y a pas à dire c'est involontaire. Ça n'existe pas une faute involontaire dans d'autres sports. Voilà. Donc, aujourd'hui, la Fédération internationale de football association a compris qu'il fallait revenir à ses fondamentaux pour pouvoir donner une certaine limpidité au football désormais. Donc, il n'y aura plus matière à discuter lorsque le ballon va toucher, par exemple, une main, l'épaule, tout de suite. Toi, le joueur, tu comprends que c'est une erreur. Tu n'as même plus à dire que c'est involontaire. L'arbitre a sifflé et puis tout le monde sera content. Et par exemple, au niveau des changements, si vous vous retrouvez de l'autre côté du terrain, si le changement est effectué, vous sortez directement de l'autre côté. Ça perdait du temps, on sort directement. Vous êtes à l'autre bout, vous voulez d'abord faire tout le terrain et ça perdait du temps. On sait que parfois les joueurs voulaient gagner du temps, surtout lorsque l'on menait. Donc directement, une fois le changement est effectué, on sort directement au niveau de sa ligne et puis c'est terminé. Voilà. Merci. Cette émission est donc terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24. On se retrouve lundi prochain, même heure, même plateau et même décor. Au revoir.